Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. Vous avez aujourd'hui quitté la vie politique française. Vous êtes conseiller municipal à Barcelone. Hier soir, Emmanuel Macron a promis que la République, je le cite, faisait bloc. La République fait bloc. Vous aussi, vous avez prononcé ce genre de phrases, des phrases comme celle-là. Est-ce que la vérité, c'est pas précisément l'inverse, en réalité, que le pays s'est fissuré ? Le pays s'est incontestablement fissuré, sans doute depuis quelques années. Et je l'ai vécu aux premières loges, si je peux me permettre cette expression, quand j'étais ministre de l'Intérieur ou Premier ministre. Mais je l'avais ressenti aussi profondément pendant les années où j'étais maire d'Évry. Oui, parce que quand on constate l'augmentation des actes antisémites, anti-musulmans, anti-chrétiens, quand on constate la montée du communautarisme ou de la radicalisation, mais aussi d'une certaine manière la peur que les Français ont de voir cette belle valeur qu'est la laïcité se fissurer, se casser, et de l'autre côté la montée aussi des idées de l'extrême droite. Le sondage qui est sorti dans le JDD cette fin de semaine le démontrait. On a un paysage, oui, particulièrement inquiétant. J'étais à l'inauguration du Centre européen du judaïsme. C'est dans ce contexte-là qu'Emmanuel Macron a prononcé cette phrase. Les mots du président de la République, j'entends souvent qu'on dit qu'Emmanuel Macron doit prononcer un grand discours sur la laïcité. Il a eu des mots très forts sur la laïcité. Mais vous avez raison. Mais des mots très forts. Vous aussi, vous aviez des formules, des mots, des discours qui ont marqué sur le moment. Mais la réalité, c'est qu'on a quand même le sentiment que c'est un éternel recommencement. Mais parce que je crois que nous vivons une crise très profonde. C'est une crise, Frédéric Potier, que vous receviez ce matin sur RMC, le disait, c'est une crise identitaire, culturelle. C'est une crise aussi de la représentation, de la démocratie libérale qu'on voit partout. Moi, je considère que le grand débat, le grand défi, c'est un défi de civilisation de ce début du XXIe siècle, c'est le débat entre la démocratie et ceux qui contestent la démocratie, les régimes plus ou moins autoritaires. Et donc cette crise identitaire, cette peur de la globalisation, cette peur de perdre sa propre culture, son identité, on l'a vu sans doute avec le mouvement des Gilets jaunes, mais on le retrouve sous d'autres formes partout. Regardez en Allemagne qui se passe, la montée de l'antisémitisme, de l'extrême droite, du nazisme. Regardez ce qui a conduit à la victoire de Trump aussi avec ces mouvements. Pour vous, tout ça, c'est la même famille de contestation ? C'est des formes de contestation qui expriment cette crise identitaire, cette peur de perdre sa propre culture, son identité. Regardez ces mouvements qu'on retrouve maintenant d'une certaine manière en France, de peur de voir, je mets des guillemets bien entendu, de voir l'homme blanc perdre sa prédominance face à ce qui serait un grand remplacement. Donc face à cela, avec même une extrême droite intellectuelle qui théorise cela, Steve Bannon, Éric Zemmour, tout ça montre qu'on est face à une vraie crise politique, et donc il faut Éric des mots. Zemmour, il met de l'huile sur le feu ? Je pense qu'il y a beaucoup de monde, je ne suis pas venu pour commenter chaque intervention dans le débat public. Non, mais la question, c'est la responsabilité, malgré tout. La responsabilité des mots. Donc, c'est bien d'un côté de dire la République fait bloc, mais est-ce qu'il n'y a pas... C'est important parce que les mots, je me rappelle de mon discours en janvier 2015, après les attentats de Charlie, de Montrouge et de l'Hypercacher, mais ces mots sont très importants. On ne peut pas demander au président de la République qu'il s'exprime fortement parce qu'il incarne. Il incarne la République, il incarne la France, il incarne l'unité. Et quand il prononce ces mots, on lui dit mais ça ne sert à rien. Évidemment, les mots ne sont pas suffisants, mais ils sont importants parce que nous sommes dans une crise profonde de valeurs. Et les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, condition à chaque fois d'y mettre du contenu, laïcité, l'unité d'un pays, la lutte contre le racisme, la haine et l'antisémitisme, ce sont des mots très importants. La DILCRA, cette délégation interministérielle contre toutes les formes de racisme et contre l'antisémitisme que nous avons mis en place, que j'ai mis en place, on lui a donné des moyens, il en faut peut-être davantage, c'est aussi l'un de ces bras armés, concrets, pour lutter contre ces phénomènes-là. Mais il faut du temps. Et l'école, de ce point de vue-là, est en première ligne. Manuel Valls, mais la responsabilité aussi des mots. Si on regarde ce qui s'est passé depuis un mois, en gros depuis ce choc, lorsque un agent de la préfecture de police de Paris, qui s'était converti à l'islam et radicalisé, a tué 4 de ses collègues. Depuis, il y a un climat de grande confusion, de grande tension en France. Emmanuel Macron, il a appelé à signaler, je le cite, les petits gestes d'éloignement des valeurs de la République dans une société de vigilance. Mais est-ce que, malgré tout, quand on appelle à une société de vigilance à signaler des gestes, on n'ouvre pas une sorte de zone grise? Elle est où la limite entre vigilance et dénonciation? Moi, je remonte quelques années avant, où c'était le contraire qui se passait.
C'est-à-dire, on ignorait les sujets, on ne voulait pas les traiter, on regardait à côté. La montée de l'antisémitisme dans les années 2000 et de ce nouvel antisémitisme qui était dans nos quartiers populaires. C'était pas l'antisémitisme, c'était pas seulement que l'antisémitisme de l'extrême droite. L'antisémitisme, les mots de Dieudonné qui trouvaient un véritable succès dans les classes moyennes, mais aussi bien sûr dans ces quartiers populaires. On a ignoré également la radicalisation au nom d'une idée, ne pas faire d'amalgame. Mais est-ce qu'on n'est pas passé d'un extrême à l'autre, stigmatiser. Du coup non, je crois qu'il faut toujours, bien sûr, faire attention. Il faut toujours dire, par exemple, que l'immense majorité de nos compatriotes et concitoyens de culture ou de confession musulmane ne sont pas des terroristes, ne sont pas liés à la radicalisation, sont évidemment même contre qu'on ait besoin de le dire. Oui, parce qu'il faut le dire. Et il faut rappeler en même temps que le débat, il a lieu d'abord au sein de l'islam. Donc moi je pense qu'il faut jamais cacher la réalité. Il faut trouver les mots les plus justes, bien distinguer, parce que c'est vrai qu'il y a une Vous avez le sentiment d'avoir toujours trouvé les mots justes? Non, bien sûr, il me manquerait plus que bien sûr que nous avons fait les uns et les autres des erreurs, mais quand j'ai parlé de l'antisémitisme ou quand j'ai parlé de la nécessité de faire la démonstration dans notre beau pays qu'est la France que l'islam est compatible avec les valeurs de la République ou avec l'égalité homme-femme, cela voulait dire que le débat, il est aussi parmi les musulmans, que nous devons les aider, les protéger, bien évidemment, surtout après ce qui s'est passé à Bayonne, les protéger, mais les aider à lutter contre ceux qui défigurent un mot quand l'islam. même là-dessus, sur le fait que vous liez cela aussi à ce qui s'est passé les dernières années. Quand vous étiez en responsabilité, vous avez évoqué tout à l'heure le sondage du Journal du Dimanche. Quand on regarde les sondages sur les questions notamment de laïcité, au fond, les Français, ils partagent plutôt votre vision ou la vision d'un Jean-Michel Blanquer. Comment vous expliquez qu'ils soient d'accord avec vous sur le fond et que vous suscitiez, vous, personnellement, notamment, une animosité ou un rejet? Ah, ça, je ne sais pas, c'est difficile de commenter. Mais vous le ressentez? Je l'ai ressenti. Cela explique sans doute pourquoi j'ai voulu changer de vie également. Plus par ailleurs, on n'est jamais irremplaçable. Mais ce qui m'apparaît le plus important pour ce qui me concerne, puisque vous avez la gentillesse de m'interroger là-dessus, c'est que oui, sur un certain nombre de sujets, j'avais raison. Faut jamais cacher les sujets. Fallait pas cacher évidemment la montée puissante de l'antisémitisme, les phénomènes de radicalisation, les débats au sein même de l'islam de France, et la nécessité de faire bloc et de mener une vraie reconquête républicaine dont la laïcité est le pilier. Les débats qui traversent, on parle très librement, la majorité actuelle me rappelle les débats qui traversaient la gauche et le Parti socialiste. Ces débats ont en grande partie dynamité la gauche dans l'exercice est-ce qu'il pourrait fissurer aussi la majorité aujourd'hui? Je pense que la majorité actuelle a trop en mémoire ce qui s'est passé dans le quinquennat précédent, et je crois qu'elle a cette capacité de résister. Mais on a bien vu, entre l'idée que c'était le terreau social qui provoquait au fond cette radicalisation et les mots actuels du président de la République... Il a évolué là-dessus. Exactement. Il a plutôt rejoint, vous trouvez... la critique de la radicalité ou la radicalisation de la laïcité, alors qu'on ne tue pas au nom de la laïcité, et qu'au contraire, la laïcité, c'est l'apaisement au nom des valeurs et une capacité de vivre ensemble. C'est pour ça que les Français l'approuvent massivement. Donc, il y a cette évolution. J'avais raison sur ces questions-là. D'une certaine manière, ça me satisfait largement. Mais c'était un sentiment très égoïste. Ce qui me paraît le plus important, c'est de convaincre. C'est de convaincre notamment la jeunesse. Quand on regarde précisément l'attaque de Bayonne à laquelle vous faisiez référence à l'instant, vous dites que les mots sont importants. Et là, il y a quand même un choix sémantique sur la façon de qualifier ce qui s'est passé, cette attaque. Le président Emmanuel Macron, lui, il parle d'attaque. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, parle de faits commis. Et c'est Marine Le Pen qui parle d'attentat. Comment est-ce que vous jugez ce qui s'est passé? Un attentat, c'est une attaque. On verra ce que dit la justice. Est-ce que le fait que la personne qui a commis ces actes a été longtemps investie dans un parti, en l'occurrence le Front National à l'époque, dont il a carrément incarné le Front National en étant candidat au départemental? Il a baigné, si j'ai bien compris, dans une idéologie de haine, marquée en plus par les thèses complotistes, puisqu'il aurait déclaré aux enquêteurs qu'il a commis cet attentat pour venger l'incendie
l'incendie de Notre-Dame qui aurait été commis par des musulmans. Cela me rappelle toutes les thèses complotistes qu'on trouvait après le 11 septembre 2001, après l'attentat de New York et de Washington, où on expliquait qu'il n'avait pas eu lieu. Et il y avait, c'était pas des pauvres gens qui racontaient ça, des artistes, des intellectuels, des journalistes, des sites d'information. Ils portaient une responsabilité. Je crois que la parole des intellectuels, d'une manière générale, ou des responsables politiques, des élites, la parole est évidemment extrêmement importante. C'est pour ça que l'idée des républiques, c'est pas un mot vide, si on lui donne du contenu. Le contenu, c'est les politiques contre les inégalités, c'est l'école jusqu'au bout, c'est l'école républicaine, c'est une politique de la ville puissante, qui, me semble-t-il, manque d'une manière générale. Il n'y a plus de ministre de la ville aujourd'hui. Est-ce que vous estimez que ça, c'est un manque ? Mais ces politiques qui est une reconquête par l'État et par la République, par l'école, par l'économie, par la culture, par la laïcité, par la sécurité, bien évidemment, par les politiques de logement. J'avais parlé d'apartheid il y a quelques années. Tout cela est le résultat de nombreuses années. Au fond, ce pays... Vous avez reproché apartheid. Gérard Collomb, lui, a parlé pratiquement de sécession. Oui, mais c'est ce qui est arrivé. Ce territoire perdu de la République que beaucoup d'intellectuels avaient déjà rappelé. C'est tout de suite piégé, vous savez, vous êtes tout de suite d'extrême droite parce que vous utilisez ces mots, alors qu'au contraire, je les ai fait comme républicain, comme un homme progressiste de gauche, et parce que je considérais que la gauche devait pleinement, au nom même de son histoire, j'aurais pu faire référence à Clémenceau de nouveau, devait porter cette lutte contre la ségrégation. Mais parce qu'il faut aider ces populations. Ces jeunes, ces Français qui sont nés ailleurs, ces Français de confession et d'origine musulmane, parce que l'islam de France est encore très marqué par l'immigration et par cette... Faut les aider, faut les protéger, parce que moi, je suis persuadé que la France a toujours un grand message à faire passer au monde, c'est un message universel. Ici, toutes les religions, à condition qu'elles soient d'accord pour épouser les valeurs de la République, ont toute leur place. C'est ça la République, c'est ça la laïcité. Vous parlez du monde intellectuel. Quand vous voyez ce qui s'est passé à l'université en France ces derniers jours, Sylviane Agacinski sur des questions de relations au corps, de PMA, de GPA auxquelles elle est opposée, qui a été interdite de parler à l'université de Bordeaux pour des raisons de sécurité, Mohamed Sifawi qui devait mettre en place une cellule de lutte ou de formation contre la radicalisation à la Sorbonne, lui aussi, ça a été annulé également pour des raisons de sécurité. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une dérive dans l'incapacité à pouvoir débattre avec des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord ? Il y a longtemps que dans les universités, je me rappelle, à Toulouse, on ne peut pas débattre d'un certain nombre de sujets. C'est vrai aussi dans les universités de la banlieue parisienne. C'est pas une dérive, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté qui s'est passé à Bordeaux avec Sylviane Agacinski, avec Mohamed Sifaoui. C'est encore plus grave. À la Sorbonne, c'est de la lâcheté, c'est un renoncement. L'université, la Sorbonne, c'est les Lumières, c'est la connaissance, c'est la culture. On a peur de traiter ces questions. Mais après, il ne faut pas s'étonner ensuite des dérives d'un syndicat étudiant, des dérives dans l'université. Bien évidemment, il ne faut pas s'étonner de toutes ces dérives parce que on renonce. D'une certaine manière, on pourrait donner raison un jour à Houellebecq et à l'un de ses livres. Donc, il faut faire très attention sur ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut être intransigeant. La liberté de débattre, à condition de respecter les valeurs et la loi, mais la liberté de débattre, de penser, de mener le débat, notamment là où c'est indispensable, bien sûr, dans les médias, mais au cœur de ce qu'est la pensée, c'est-à-dire l'université, ça me paraît indispensable. C'est dans l'université, moi j'en suis convaincu, qu'il y a un débat, un grand débat à venir. On a voulu séparer école et université. Non. Il pourra avoir lieu ce débat ? Il faut qu'il ait lieu. Je le dis très modestement, et c'est un conseil de celui qui ne vit plus en France. Alors, précisément, vous vivez maintenant à Barcelone. Qu'est-ce qui se passe en Espagne quand on voit les manifestations, quand on voit la justice qui emprisonne des indépendantistes catalans ? Là-bas aussi, c'est fissuré. Là-bas, c'est fissuré pour d'autres raisons, mais en Catalogne, c'est la même crise identitaire. Une partie des Catalans qui ne sont pas majoritaires, mais qui craignent de perdre à tort leur identité. La Catalogne bénéficie d'une autonomie avec des compétences en matière de police, de gestion des prisons, d'économie, d'école, de télévision publique qu'on ne connaît pas en France. La Catalogne et le Pays Basque ont une décentralisation, bénéficient d'une décentralisation tout à fait extraordinaire. On parle catalan dans la rue, je parle catalan au conseil municipal de Barcelone. Donc, mais c'est une peur de l'avenir, fabriquée pendant 30 ans de propagande à l'école et à la télévision publique, et avec en plus une élite, une bourgeoisie, une droite conservatrice
qui, à cause de la crise économique et de ses conséquences et des affaires de corruption, a décidé de passer à l'indépendantisme, de passer des accords avec des partis anti-système. Tout ça a donné un résultat, avec des erreurs, bien sûr, qui étaient commises. Mais est-ce qu'il fallait les emprisonner? L'Espagne est une grande démocratie. Je le dis à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent. Il n'y a plus Franco en Espagne. Il vient même d'être sorti de sa tombe pour aller ailleurs et puis dans un grand monument. C'est une grande démocratie, une grande constitution, imparfaite bien évidemment, comme toutes les constitutions, un état de droit, la séparation des pouvoirs, une justice indépendante. Le parquet avait demandé 25 ans. Il y a eu unanimité des juges pour une peine moindre, mais une peine de prison. Mais en France, on est quand un président de région, en citer aucun pour ne pas être désagréable, qui organiserait un référendum illégal, une sécession de cette région par rapport au reste du pays, la réaction de l'État serait immédiate. Une démocratie, elle se protège. La Constitution espagnole ne prévoit pas le droit à l'autodétermination. L'Union européenne soutient l'Espagne. Donc un État, une démocratie doivent se défendre, surtout avec des violences maintenant que nous connaissons. Mais vous avez dit, les Catalans, ce n'est pas un peuple. Qui décide s'ils sont ou non un peuple? Ça, je le reconnais humblement. C'est ma vision. Mais un peuple demain peut avoir droit à l'autodétermination et ensuite un État. Et on va faire ça partout. On a eu ce débat en France il y a quelques années avec le peuple corse. En Catalogne, on est catalan parce qu'on vit. En Catalogne, il y a toutes les origines. Moi, je suis catalan à travers mon père depuis des générations et des générations. Il y a des gens qui sont venus bâtir, reconstruire la Catalogne pendant des années. L'immigration intérieure qui venait du sud de l'Espagne, c'est quoi un bon catalan? On rentre donc ce qui se passe avec le mouvement indépendantiste dans des thèses ethnicistes. C'est pas un mouvement progressiste comme certains le croient ici. Le président de la Généralité de Catalogne a traité les Espagnols de bêtes sauvages. Donc c'est très dangereux. L'Espagne est une nation avec des nationalités différentes, avec des origines différentes. On parle plusieurs langues, mais c'est une nation, c'est un État, et il faut respecter ça profondément. Vous resterez en Espagne? Vous restez en Espagne? Pour des raisons très personnelles, de choix de vie. Et de là-bas, je mène aussi le même combat contre le nationalisme, parce que le nationalisme, c'est la destruction des nations, et c'est la destruction de l'Europe, et c'est la guerre. Je suis frappé par le fait qu'en Espagne, pourtant, il y a une guerre civile, même ici, avec tous les débats que nous avons, on oublie combien nos démocraties sont fragiles. Donc je mène ce combat avec une autre vie, mais je viens souvent en France et je participe bien sûr à ce débat quand on me le demande et grâce à vos invitations. Manuel Valls, un dernier mot sur François Hollande qui vient de publier un livre sur la crise démocratique et comment y répondre. Il propose de supprimer le poste de Premier ministre. A posteriori, au fond, c'est revenir sur votre action, celle de Jean-Marc Ayrault, celle de Bernard Cazeneuve. Vous ne l'avez pas convaincu de l'utilité de votre job? D'abord, puis-je vous dire qu'avec François Hollande et Bernard Cazeneuve, avec qui j'étais aussi hier soir, ce dernier, il y a quelque chose qui nous lie à tout jamais. C'est ce que nous avons vécu avec les Français, bien évidemment, au moment des attentats. Et puis il m'a nommé ministre et Premier ministre, donc je garde une relation avec lui apaisée et reconnaissante. Donc vous ne le voyez pas comme une ingratitude? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il a une réflexion sur les institutions. Il n'est pas le seul à la faire. On est tous passés par là. Je pense que les institutions de la Ve République ne doivent pas être changées. Elles peuvent toujours être améliorées, bien évidemment, il y a eu des changements. Mais c'est un équilibre délicat, et cet équilibre, me semble-t-il, il faut le préserver. La crise démocratique réelle, la crise de confiance, elle ne se résout pas à travers ces institutions. Elle se résout dans la pratique politique et dans la réponse claire et nette sur les grands défis de la société française. A posteriori, avec l'exercice du pouvoir tel que vous l'avez fait, permettre des modifications dans cette relation au pouvoir, dans cet exercice du pouvoir, qu'est-ce que vous feriez? Je pense que c'est une question de pratique. Une question vous ne vous êtes jamais dit, tiens, il y a ça qui me manque, ou alors ça fonctionne pas? Oui, bien sûr, mais nous avions trouvé, je crois, avec François Hollande, en plus, un équilibre intelligent entre ce qui était de l'ordre du rôle du président de la République et du rôle du Premier ministre, qui est prévu dans la Constitution, et du Parlement. Par exemple, je suis, avec l'expérience espagnole, totalement opposé à l'idée d'une proportionnelle intégrale dans notre pays. C'est impuissante. Ça ne donne pas la possibilité de gouverner. Ce qui a manqué sans doute dans le quinquennat précédent, et François Hollande le sait bien, avec l'idée d'un président normal, c'est l'absence d'une incarnation puissante, alors qu'il a pris des bonnes décisions contre le terrorisme, pour sauver le Mali, pour sauver aussi la Grèce et l'empêcher de sortir de l'euro, des décisions importantes en matière économique. Il ne les a pas assumées, il ne les a pas suffisamment portées, il ne les a pas suffisamment incarnées.
le président de la République, c'est le chef de l'État. Il est élu par une majorité de Français. Il doit incarner les valeurs de la France et cette politique. Mais ce ne sont pas par des propositions, elles sont intéressantes. En plus, tout est dans le débat, je le disais tout à l'heure. Mais un sextennat, l'absence du droit de dissolution, la suppression du Premier ministre, pas l'ambition de le redevenir. Donc je parle très librement. Non, je ne pense pas que ça aille dans le bon sens. Ces institutions sont fragiles, elles ont très bien marché. Le génie du général de Gaulle est toujours là. Donc il faut préserver ce génie, parce qu'il correspond à ce qu'est la France, dans un pays avec beaucoup de radicalité et de fracture. Nous le disions souvent avec François Hollande. Heureusement, il y avait les institutions de la Ve République. Sinon, il n'aurait pas tenu si. Mais a posteriori, lui, il dit le problème, donc c'était peut-être le Premier ministre, et vous vous dites peut-être le problème, c'était le président. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. L'actualité continue sur BFM TV et RMC.